Bonjour tout le monde. Donc, bienvenue à ma présentation, créer du contenu engageant. Moi, je suis Camille Sigouin. Je travaille présentement au Collège de la Cité comme spécialiste des médias sociaux pour la Cité des affaires. Mais j'ai travaillé à la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne 3 ans et demi comme gestionnaire de communication et de liaison. Puis, j'ai travaillé au sein de la FO dans la dernière année, donc depuis juillet jusqu'à un mois passé, comme chargée de marketing et de recherche de commandites. Donc, j'ai beaucoup d'expérience sur les médias sociaux auprès d'organismes communautaires. Puis, ma présentation d'aujourd'hui va généralement porter sur la création de contenu organique. Donc, on ne va pas nécessairement parler de contenu payant, donc tout ce qui est publicité sur Facebook, sur n'importe quelle plateforme essentiellement, mais on va plus parler de tout ce qui est organique. Je vais aussi mentionner des petites choses sur la publicité payante, mais c'est ça. Mon expertise tourne plus sur l'organique. Est-ce que... OK, je l'ai. Donc, aujourd'hui, on va parler des différentes plateformes. On va parler de Facebook, Instagram, LinkedIn et on va parler un peu de TikTok. Je veux vous présenter TikTok. Puis ensuite, après, on va passer à travers les plateformes. On va parler de création de contenu, donc des différents trucs que j'ai pour vous. Puis ensuite, je vais vous partager mes outils que j'utilise pour la création de contenu. Puis à la fin, je vais vous inviter à partager vous aussi vos outils que vous utilisez parce qu'il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. La liste est quand même longue, mais c'est ça. Donc, commençons. OK. Premièrement, je vais demander à Chloé ou Zineb de lancer un petit sondage. Je veux savoir sur quelle plateforme est-ce que vous vous trouvez, votre organisme ou vous-même personnellement aussi. Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, aucune. Ah, on ne peut pas en choisir plusieurs, mais OK, c'est pas grave. OK, c'est bon. Pas mal tout le monde, je vois qu'ils sont pas mal sur Facebook. Je vais Facebook, Twitter, LinkedIn, Facebook, Insta. Ouais. C'est bon. Arrêtez. Merci. Donc, je vais commencer par vous présenter Facebook. On sait pas mal tout c'est quoi Facebook essentiellement, mais moi, je vais essayer d'aller au-delà de ce que vous connaissez probablement déjà. Puis, je vais aussi identifier les objectifs de marketing. Puis, pour Facebook et Instagram, je me suis inspirée du guide pratique sur le site web de la FO. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce guide pratique-là aussi. Je l'ai mis un peu à jour quand j'ai travaillé, mais je pense que la FO allait justement faire ce travail-là aussi cet été, mais il est très, très bien écrit. Donc, Facebook, c'est un réseau social créé pour établir un contact avec les gens. Donc, vos collègues, des amis, la famille, des personnes avec des intérêts similaires aux vôtres. Sur Facebook, on retrouve généralement des publications personnelles, un partage d'informations, du partage d'actualités, un partage de contenu audiovisuel. Facebook est devenu aujourd'hui une immense vitrine publicitaire.
Puis, comme j'ai dit au début de la présentation, compte tenu de la réalité des organismes à but non lucratif, où il est un peu plus difficile de payer de la publicité sur les réseaux sociaux, il peut être difficile de faire compétition avec des grosses entreprises ou des institutions qui ont les gros budgets publicitaires pour investir dans de la publicité réseaux sociaux. Par contre, un investissement quand même de 20 $ et une bonne segmentation public cible peut quand même aller loin. Ça ne prend pas des milliers et des milliers de dollars pour faire de la publicité sur Facebook. Mais avoir des bonnes techniques de création de contenu, puis afin d'avoir une bonne portée et un bon engagement organique, peut aussi encore aller très loin. Puis j'ai appris quelque chose cette semaine, je voulais rapidement vous en parler, mais je vais juste vous le présenter. Essentiellement, il y a eu une nouvelle mise à jour avec iOS 14. Donc, ça s'adresse seulement aux gens qui ont un iPhone. Essentiellement, la mise à jour de iOS 14 vise un peu Facebook et Instagram. Dans le fond, les gens ont maintenant le choix d'accepter ou non si les réseaux sociaux prennent leurs activités sur l'Internet ou peu importe d'autres applications pour justement avoir une bonne segmentation puis des publicités personnalisées sur leur page. J'ai passé à travers les sondages parce que je viens de mettre à jour mon téléphone, puis il encourage les gens à autoriser, mais ça pourrait avoir un gros impact quand même sur la publicité Facebook parce que maintenant, les gens n'auront plus de publicité personnalisée à leurs intérêts. J'ai fait un peu de recherche de des conseils pour l'instant parce que c'est quand même nouveau de derniers mois. Mais les gens encouragent de faire de la pub sur YouTube, sur TikTok, trouver des gens qui pourraient parler de vos services. Se concentrer sur vos infolettes puis optimiser votre contenu organique. Donc, moi, je suis ici aujourd'hui pour vous aider avec votre contenu organique. 80% des gens sur Internet utilisent Facebook. Donc, si votre organisme n'est pas sur Facebook, c'est le temps d'y être. Il y a des fortes chances que votre public cible s'y retrouve. Puis, à la fin 2020, Facebook comptait 2,85 milliards d'utilisateurs actifs par mois. C'est le deuxième réseau social le plus utilisé au Canada. Le premier étant YouTube, puis d'après moi, je compte ça comme le premier parce que je vois YouTube comme un moteur de recherche, mais je sais que c'est un réseau social. Facebook, c'est un univers numérique en constante évolution. Ben, dans le fond, tous les réseaux sociaux, c'est des univers numériques en constante évolution. Donc, le premier objectif que je vais vous parler aujourd'hui pour Facebook, c'est de renforcer votre notoriété. Mais la notoriété de votre organisme. Donc, Facebook vous offre une visibilité quand même plus complémentaire que votre site web. Si vous publiez du contenu pertinent, vous allez aussi améliorer votre SEO, votre Search Engine Optimization. Donc, votre page Facebook va se trouver dans les premières recherches Google lorsqu'on fera la recherche de votre organisme. Puis, si vous avez quand même créé un très bon lien entre Facebook puis votre site web aussi se retrouver dans les premières recherches sur Google. Donc, c'est un peu de dream, là, vraiment avoir un très bon SEO. Donc, c'est ça. Le deuxième objectif de marketing, c'est d'interagir avec votre communauté. Donc, Facebook vous permet de créer puis de rassembler une communauté. Les gens qui interagissent avec vos publications, ils ont souvent les mêmes intérêts. Il est important, par exemple, d'interagir en retour. Donc, répondez aux questions, aux commentaires, aimez les publications qui sont partagées de vos comptes. Soyez réactifs à répondre aux messages privés. Il ne faut pas oublier de capter leur attention. Poser des questions, lancer des concours, c'est des bonnes manières de créer une portée puis de l'engagement, puis de fidéliser votre communauté. Un peu dire merci de nous suivre. Facebook vous permet aussi de promouvoir votre contenu, donc des images, des ressources, des articles. Mais soyez créatifs parce qu'on envoie beaucoup de contenu dans une journée. Donc, c'est important de rester très créatif. Proposez du contenu pertinent et intéressant. Partagez vos communiqués de presse, vos articles, des photos de vos événements, n'importe quoi qui incitera les gens à rester encore plus longtemps sur votre publication parce que ça va créer de l'engagement.
Mais faites attention, les algorithmes Facebook, ils font en sorte que les gens ils voient seulement les publications de leur famille, leurs amis ou des pages qui interagissent le plus, avec qui interagissent le plus. Si vous réalisez que c'est toujours les mêmes personnes qui likent vos publications sur Facebook, c'est vraiment normal. Il est important de créer du contenu d'être digne d'être partagé afin de rejoindre encore plus de gens. Donc, tu sais, moi, je suis des dizaines de pages. J'ai au-dessus de 1000 amis sur Facebook. Je ne vois pas tout leur contenu sur ma page, mon feed, mon fil d'actualité. Je vais juste voir le contenu avec quoi j'interagis le plus. Donc, ça se peut que je suive votre organisme sur Facebook, mais je ne vois jamais ces publications, à moins que mon ami, que j'interagis beaucoup avec, partage une de vos publications. Facebook vous permet aussi de bâtir une communauté autour de votre organisme. Comme j'ai mentionné plus tôt, ça vous permet de rassembler et de créer une communauté. Si vous avez la chance, sur Facebook, créer un groupe Facebook pour y rassembler des gens. Donc, je prends l'exemple de l'ACFO d'Ottawa qui a créé les pages « Ça se passe en français » à Ottawa afin de faire la promotion des activités qui se passent dans la région en français. Puis, ils ont aussi créé le groupe « Travailler en français à Ottawa », puis on y publie tout plein d'offres d'emploi en français ou bilingue à Ottawa ou en télétravail. Donc, les gens qui sont dans ces deux groupes ont probablement les mêmes intérêts. Pensez à un groupe Facebook comme une fontaine d'eau, une machine à café à votre bureau. C'est un bon lieu pour partager des informations puis échanger diverses idées. Si vous avez un grand groupe de bénévoles dans votre organisme, rassemblez-les dans un groupe Facebook. Puis encouragez les échanges. Probablement que les échanges vont tourner autour de votre mission ou même de votre organisme. Donc, c'est encore plus d'engagement pour vous. Puis, si votre publication, vous avez une offre de bénévoles sur votre page principale, pas beaucoup d'engagement, c'est clair qu'il va y avoir de l'engagement dans votre groupe Facebook de bénévoles. Quand j'ai travaillé à la FESFO, on venait juste de lancer un groupe Facebook des animateurs de la FESFO. C'était vraiment un groupe secret. On devait, juste les gens avec leur formation en animation pouvaient faire partie du groupe. Puis plus on ajoutait des gens, plus on l'utilisait, plus il gagnait de l'importance puis de la notoriété, ce groupe. Même qu'il y avait des offres de contrats externes de la FESFO qui entraient dans le groupe. Malheureusement, notre objectif n'était pas de faire la promotion des offres partout en province. Il fallait vraiment que les gens passent par la FESFO. On a dû restreindre les accès vraiment à juste les employés du bureau pouvaient publier au sein de ce groupe Facebook, mais on a pu voir comment que ça a été, ça a fait fureur quand même. Donc, la deuxième plateforme que je vais vous présenter, c'est Instagram. Puis ça, c'est ma plateforme chouchou. Moi, j'adore Instagram. J'ai pu beaucoup travailler avec Instagram à la FESFO parce que les membres de la FESFO sont généralement sur Instagram. Puis, personnellement, c'est aussi ma plateforme préférée. Donc, c'est quoi Instagram? Instagram, appartient à Facebook depuis 2012. Donc, les objectifs des deux comptes sont quand même très semblables, les deux plateformes. Les photos qu'on publie en stories sur Instagram peuvent être aussi partagées sur Facebook. Les publications qu'on fait peuvent aussi être partagées sur Facebook en simultané. Donc, c'est vraiment... Puis, la plateforme Creator Studio, on peut l'utiliser sur Instagram et sur Facebook aussi. Donc, c'est tout ensemble. Les campagnes aussi, là, je rentre dans les campagnes de publicité payante. Donc, les campagnes de publicité payante qui sont créées sur Facebook Business Manager peuvent aussi être publiées sur Instagram. Donc, c'est tout ensemble. C'est un réseau social qui a été conçu pour partager des photos et des vidéos. Donc, à la base, c'est sur quoi on veut se concentrer, sur tout ce qui est le visuel, parce que c'est ce qu'on retrouve sur Instagram. Instagram, avant, était seulement accessible via un téléphone intelligent. Donc, ça, c'était un gros enjeu quand l'application est sortie. Donc, on pouvait juste être sur Instagram à partir de notre téléphone. Mais maintenant, avec Creator Studio, on peut l'utiliser sur un ordinateur.
Donc, on peut publier des choses à partir d'un ordinateur maintenant, mais ça, c'est juste pour les comptes qui sont professionnels ou entreprises. On peut aussi publier du contenu à partir de logiciels comme Hootsuite ou Later. Je vais en parler plus tard. Encore, la plateforme est en constante évolution. Elle s'adapte à toutes les tendances. On peut y trouver aujourd'hui des stories. Ça fait quand même un bout qui sont sur la plateforme. Les stories sont inspirées de Snapchat. On y trouve des IGTV, des Instagram TV. Ça a été inspiré de YouTube. Puis des Reels. Ça, c'est inspiré de TikTok. Instagram, c'est le réseau social préféré du marketing d'influence puis des influenceurs. Le marketing d'influence, c'est la stratégie marketing la plus rentable en 2021. Puis c'est généralement sur Instagram que ça se passe. Un influenceur, c'est une personne qui permet de parler plus authentiquement d'un produit, d'un service, peu importe, faire de la publicité plus authentiquement qu'une publicité traditionnelle. Il n'y a pas vraiment de macro-influenceur franco-ontarien. Quand je dis un macro, c'est un influenceur qui a plus que 10 000 abonnés. Il y a des gens en Ontario français qui ont plus que 10 000 abonnés, je pense à Céleste Lévy, mais ne s'identifie pas nécessairement comme influenceur. Mais il y a beaucoup de nano-influenceurs. Puis ça, il suffit juste de trouver un franco-ontarien engagé sur les réseaux sociaux avec moins de 5 000 abonnés. Donc, ça peut être entre 1 abonné et 5 000 abonnés. Tout dépend de ce que vous recherchez comme promotion. Mais ça existe. Il y a plein de gens sur Instagram, même sur Facebook, partout sur les plateformes qui sont prêts à faire vibrer la langue, peu importe le nombre d'abonnés qu'ils ont. Je suis certaine que si vous trouvez une de ces personnes-là qui veulent faire vibrer la langue, qui font vibrer la langue, qui sont engagées sur les réseaux sociaux, en français, tout ça, je suis certaine que ces personnes-là, il sera un plaisir de faire une publication par rapport à une boutique franco-ontarienne quelques semaines avant le 25 septembre en échange d'un bandana ou d'un drapeau franco-ontarien gratuit. Ça, c'est une technique qui est possible. C'est justement un peu du marketing d'influence. La majorité des utilisateurs sur Instagram ont entre 16 ans et 34 ans. C'est possible que votre public cible ne se retrouve pas sur Instagram, mais il faut comprendre que les gens, ils vieillissent, là, fait qu'ils ça s'en vient. Quand j'étais à la FESPO, mon public cible était complètement sur Instagram. Mon engagement Facebook puis Twitter, c'était pas des membres de la FESPO que j'avais, c'était des anciens membres, des politiciens, des membres de la communauté, mais c'était pas nécessairement les jeunes secondaires qui interagissaient avec mes posts sur Facebook et sur Twitter. Donc, toutes mes campagnes médias sociaux, je devais les tourner autour d'Instagram. Je faisais beaucoup de posts, beaucoup de stories, surtout pendant les événements. Puis, quand j'avais des vidéos de différentes campagnes de sensibilisation, je les publiais aussi sur IGTV. Puis, je faisais des Instagram en fait. En tout cas, je faisais toute l'équipe sur Instagram. À la FO, ma stratégie médias sociaux tournait beaucoup plus sur Facebook. Donc, le public cible de la FO se retrouvait encore plus sur Facebook. Mais j'oubliais jamais Instagram. Donc, je faisais, puis encore là aujourd'hui, je suis encore la FO sur Instagram, ils sont encore dans mon fil d'actualité. La FO sont très constants quand même sur Instagram. Mais le public cible est probablement plus sur Facebook. Instagram compte en 2020 plus de 1 milliard d'utilisateurs actifs par mois. Ces objectifs de marketing, le premier que j'ai identifié, c'est d'augmenter la portée et le succès des campagnes de marketing. C'est en publiant du contenu de qualité, en utilisant les bons hashtags. Puis ça, je vais parler de ça. Je vais parler des hashtags plus tard. Puis, en utilisant les hashtags, vous allez aller chercher encore plus de gens qui ne sont pas abonnés à votre compte, mais de manière organique. Contenu organique ou contenu payant, il est important d'utiliser du visuel qui attire l'attention. Une affiche d'événement en publication Instagram n'est pas obligée d'être créée comme une affiche qu'on imprimerait pour apporter dans des entreprises, des petits business autour en ville pour en faire la promotion. Ce que j'ai remarqué beaucoup, c'est que
Sur les différentes plateformes que je me promène, les publications qui sont créées ressemblent justement à des affiches imprimées. Mais il faut penser que le profil Instagram, c'est pas un babillard. C'est drôle parce que Facebook et Instagram, oui, sont ensemble, mais moi, je n'utiliserai pas toujours les mêmes visuels pour chaque. J'aime beaucoup quand le profil Instagram soit facile à regarder, à se promener pour voir quelle publication que je recherche, parce que ça peut, après ça, devenir un outil. On peut revenir sur un compte qui est bien organisé, mais sur une page Facebook, c'est normal, on a beaucoup de publications, on ne peut pas le voir en quadrillé. C'est pas grave, on se promène. Pour avoir une meilleure portée sur Instagram, organiser des concours, puis en plus d'avoir de l'engagement sur vos publications, vous allez pouvoir avoir plus d'abonnés. Donc, exemple, likez cette photo, allez vous abonner à notre compte, vous aurez la chance de gagner un drapeau franco-ontarien. Aussi simple que ça. Puis taguer un ami pour que l'ami puisse aussi venir participer à son tour. Un autre objectif, c'est de mener les utilisateurs abonnés à votre compte à visiter votre site web ou vos autres plateformes comme YouTube, par exemple. Par contre, il n'est pas possible d'avoir un lien cliquable sur une publication ou dans une story. Le swipe up glisse vers le haut est seulement disponible pour les comptes avec 10 000 abonnés ou plus, ou je ne rentrerai pas dans ces détails-là. Vous pouvez faire une demande à Instagram parce que vous pouvez être reconnu comme un compte qui a de l'influence. J'ai même essayé avec la FESPO, c'est tout un processus, donc entrez pas là-dedans. C'est ça. Donc, puis le swipe up peut être disponible si vous avez des pubs payantes. Encore là, on parle de pubs organiques. Donc, le seul moyen d'avoir un lien cliquable, c'est dans votre bio. Donc, ajoutez un lien dans votre bio, puis envoyez toujours les gens vers ce lien-là. Peu importe comment vous faites votre promotion, lien en bio, story, lien en bio. Puis, les gens vont aller. Vous pouvez mettre votre site web, un lien Linktree, je vais vous en parler plus tard, une page Facebook, votre YouTube, peu importe, mettez votre lien dans votre bio Instagram. Finalement, le dernier objectif, c'est de créer du contenu engageant afin de donner une bonne aperçu de l'expérience offerte. Donc, publiez des photos de vos membres et de vos clients. Faites pas ou de vos événements ou des employés ou peu importe, mais faites pas seulement de la promotion d'événements ou de services. Trouvez des manières que les gens vont interagir avec vos publications, que vous n'êtes pas nécessairement en train de faire la promotion de quelque chose, sauf d'une expérience. Donc, c'est possible de faire justement la promotion de cette expérience-là au sein de votre organisation. LinkedIn. LinkedIn, c'est un peu, c'est Facebook en complet cravate. LinkedIn, c'est une communauté digitale qui est destinée aux affaires, aux entreprises, aux personnes qui recherchent du travail ou encore aux recruteurs. Le but de LinkedIn, c'est de se faire des relations professionnelles. Il organise votre réseau pour vous permettre de rencontrer et de connecter avec des gens significatifs dans votre domaine. Ça a été créé en 2002, il appartient au groupe Microsoft. Il se caractérise comme le plus grand réseau social professionnel au monde. 4 ans. LinkedIn, c'est la plateforme idéale pour toute activité B2B, donc business to business. C'est the place to be. Donc, comme objectif de marketing, c'est d'améliorer votre marque et gagner en visibilité. Ça, c'est autant pour les professionnels que les individus professionnels que pour les entreprises. C'est une bonne place pour faire de la promotion de qui vous êtes. Puis, en restant actif sur la plateforme, vous créez quand même une réputation. C'est la plateforme idéale pour augmenter le trafic vers son site web. Donc, publier des articles avec un lien direct vers votre site web. Si vous écrivez un article,
créer une page sur votre site web, puis envoyer les gens un peu comme un communiqué de presse, mais un article, peu importe. Donc, c'est la place idéale pour faire du trafic sur votre site web. Publier aux actualités. Vous voulez créer de l'engagement sur votre page encore, encourager les discussions. Donc, poser des questions pour que les gens commentent. Les gens aiment beaucoup donner leur point de vue sur beaucoup de choses côté professionnel sur LinkedIn. Les gens aiment beaucoup avoir des conversations sur LinkedIn. Donc, publier des discussions. Puis, partager du contenu formateur. Ça aussi, c'est quelque chose d'important parce que les gens sont aussi sur LinkedIn pour s'outiller aussi professionnellement. Puis, dans une stratégie B2B, c'est le meilleur genre de contenu. C'est possible d'être la solution pour un problème d'un membre, d'un client potentiel. Puis, vous saurez même pas que vous les avez aidés. Mais ils vont peut-être venir vers vous plus tard pour une autre problématique parce qu'ils ont eu confiance en vous avec les outils gratuits que vous avez publiés. Ils vont revenir pour d'autres choses qu'ils ont besoin. Aussi sur LinkedIn, c'est une bonne place pour faire la promotion de votre culture d'entreprise. Publier des témoignages de vos clients, de vos membres, de vos partenaires, de vos employés. Donner un aperçu, ça ressemble à quoi faire partie de votre entreprise ou votre organisme. Autant y travailler qu'être membre, qu'être client, donner cet aperçu-là. La moyenne d'âge, oui, de LinkedIn est de 44 ans, mais il y a plus de 46 millions d'étudiants inscrits sur la plateforme. Puis tous ces étudiants-là sont en recherche d'emploi. Donc, c'est bon de marquer des autres organismes. Vous pourriez trouver la perle rare pour combler votre équipe sur LinkedIn. Finalement, avant de terminer avec LinkedIn, je voulais vous partager, j'ai écouté un podcast l'autre jour parlant de LinkedIn depuis le début de la pandémie. Puis, ce que la plateforme était depuis justement le télétravail, puis depuis que les gens travaillent de la maison. LinkedIn, c'est un peu devenu... Bon, c'est tout posé la question depuis la pandémie, où est-ce qu'on va trouver nos conversations de coin de café, les discussions de code de porte, les discussions qu'on n'a pas nécessairement en rencontre, où est-ce qu'on va les avoir? Bien, ils sont sur LinkedIn maintenant. On a réinventé ce que ça voulait dire être professionnel. Puis l'exemple qu'ils ont trouvé, je l'ai trouvé excellent quand même. Ça, je vais vous le partager. Là. Je ne suis pas en train de dire de tout faire comme que je veux vous présenter, mais essentiellement, c'est une dame qui a mis à jour sa photo profil. Elle a passé de elle en habit, donc une photo, un headshot professionnel typique comme on le connaît. Fait qu'elle a vraiment passé d'être en habit, cheveux attachés, maquillage, probablement prise par un photographe professionnel, fond noir, on comprend le concept. Elle a passé de cette photo-là à une photo d'elle en coton ouaté, cheveux détachés, pas de maquillage, photo prise sur son iPhone dans son salon. Puis elle a changé sa photo de LinkedIn pour ça. Puis elle s'est dit qu'il fallait arrêter d'essayer de se faire prendre tant au sérieux parce que la réalité professionnelle a changé. Donc, c'est clair, on l'a tout vécu. On a vu le chat de notre collègue dans notre écran 3 fois par jour. On a rencontré les enfants d'un autre collègue dans une rencontre, puis on a entendu parler les colocs d'un autre collègue dans leur cuisine, dans une autre rencontre. C'est la réalité. On l'a tout vécu. Donc, LinkedIn n'est plus autant cravate qu'il l'était. Le contenu tendance aujourd'hui sur LinkedIn, ça, je parle pendant qu'on est en télétravail, pandémie, je peux vraiment pas dire ce qui va se passer après, mais en ce moment, le contenu qui est tendance, c'est justement des sujets qu'on aborderait dans une pause avec un collègue. Donc, demandez sur LinkedIn comment est-ce que les gens prennent leur café avec du noir, avec du sucre, juste du lait, de la crème. Puis, demandez, faites un sondage de c'est quoi le resto dans votre ville, le resto coup de cœur pour Uber Eats dans votre ville, par exemple. Puis, en événement virtuel ou que vous avez peut-être un gala ou une soirée de réseautage, vous pouvez demander si les gens sont un peu plus vin rouge ou vin blanc.
comme vous poserez jamais cette question-là vraiment en virtuel, mais posez-la sur LinkedIn. Puis comme j'ai dit, on ne sait pas ce que le monde professionnel va nous apporter après la pandémie, mais LinkedIn nous donne quand même un bon aperçu. Donc ça, c'était mon petit LinkedIn. Finalement, je vais parler de TikTok. Puis j'ai vu, il n'y a pas grand monde qui sont sur TikTok ici. Est-ce qu'il y en a qui sont sur TikTok personnellement? Peut-être pas leur organisme, mais de façon personnelle. Ouais. OK. C'est addictant, oui. C'est vraiment addictant. Cool. Donc, TikTok, c'est quoi? TikTok, comme j'ai vu, c'est addictant. Oui, c'est addictant parce que le fil d'actualité sur TikTok, c'est seulement des vidéos, des clips musicaux, des clips vidéo. Puis le For You page, comme on dit, la page pour toi, c'est en continu. Tu n'arrives jamais, jamais, jamais à une fin. C'est toujours constamment en continu. Donc, c'est une application mobile qui permet de créer des courtes vidéos, puis ajouter une trame sonore et des effets spéciaux. On trouve beaucoup des vidéos d'humour, des vidéos de musique et de danse. Le hashtag dance a plus de 189 milliards de vues. Il y a beaucoup de vidéos de challenge, des vidéos tendance. On y voit des tutoriels. Puis encore là, le mot-clic hashtag tutorial a plus de 46 milliards de vues. Puis, justement, TikTok permet aux utilisateurs de visionner des clips. Il y a deux pages que tu peux visionner des clips. Il y a la page pour toi, puis la page de mes abonnements. La page pour toi, c'est n'importe qui. Ça peut être n'importe qui dans le monde qui sont sur cette page-là. Puis, c'est les algorithmes TikTok qui créent cette page-là pour toi. Je pense que ça le dit dans le titre. Donc, par exemple, ma page pour toi, c'est beaucoup des vidéos sur le lockdown en Ontario. Donc, les gens créent des petites vidéos humoristiques qui parlent du lockdown en Ontario, puis les différentes choses qui passent en lien avec le lockdown. Je vois beaucoup de vidéos de travailler de la maison, être un jeune professionnel. Je vois beaucoup de vidéos éducatives sur le marketing et les médias sociaux. Vous serez surpris de comment de choses que j'ai apprises sur TikTok. J'ai appris, ça n'a pas de bon sens. Puis, il y a beaucoup de vidéos québécoises parce que j'interagis beaucoup avec du contenu en français. Puis là, j'ai ma page des abonnements. Ça, c'est les gens que je me suis vraiment abonnée. Donc, sur cette page-là, je vais voir leurs nouvelles vidéos. L'utilisation des mots-clics, ça donne à une vidéo plus d'opportunités d'être découverte parce que l'algorithme TikTok va la montrer aux personnes qui se sont engagées avec ces vidéos similaires. Quand j'ai dit que moi, je vois beaucoup de vidéos lockdown en Ontario, je vais probablement voir toutes les vidéos où les gens écrivent dans leur caption hashtag Ontario Lockdown. L'application, le public cible sur TikTok, c'est la génération Z, donc à peu près 14 ans à 25 ans. La plateforme, je pense, c'est 13 ans. Donc, 13 ans à 25 ans. L'application comprend les utilisateurs quand même de 30 ans et plus sont difficiles à rejoindre. Mais sachez quand l'application comprend 90% de personnes entre 13 ans et 35 ans. Puis seulement 30% des utilisateurs ont 30 ans et plus. Donc, c'est ça. Vous allez rejoindre un public cible vraiment plus jeune. Donc, ça se peut que votre public cible ne se retrouve pas pantoute sur TikTok. C'est très normal. Il y a 1 milliard d'utilisateurs actifs dans le monde, puis la plateforme a été créée en 2016. Avant de passer à travers rapidement les 4, au lieu de sortir des objectifs de marketing, j'ai juste sorti 4 sujets à traiter pour bien se promouvoir. Donc, si vous décidez, peut-être que vous allez vous reconnaître dans les différents sujets, puis vous pourriez lancer des campagnes de TikTok. Mais je vais vous parler de l'algorithme, comment ça fonctionne. Ça, c'est vraiment le fun à apprendre. Peut-être que je vais vous apprendre quelque chose, peut-être que non. Mais
essentiellement, après avoir publié votre vidéo sur TikTok, l'application va, avec son intelligence artificielle, va l'analyser pour identifier son sujet. Donc, va tout analyser, va identifier qu'est-ce qu'il dit, où que ça se trouve, la caption, les hashtags utilisés, le son, analyse tout. Ensuite, va diffuser la vidéo, la plateforme va diffuser la vidéo sur la page pour toi d'une audience très restreinte, donc moins de 500 personnes. Mais ces 500 personnes-là pourraient être susceptibles de l'aimer. Ensuite, après avoir passé la vidéo aux 500 personnes, l'algorithme va analyser le taux de viralité du contenu. Donc, combien les gens la commentent, combien les gens la téléchargent, combien la partagent, puis le plus important, combien les gens l'écoutent plus qu'une fois. Donc, si vous êtes sur TikTok, puis vous écoutez une vidéo en continu, puis elle joue, vous aidez l'algorithme avec la viralité de cette vidéo-là. Donc, des fois, on pourrait écouter des TikTok en faisant, je sais pas, la vaisselle, puis là, si on a, en tout cas, je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais si votre vidéo elle joue plusieurs fois, vous aidez avec l'algorithme pour la viralité de la personne. Donc, après avoir fait cette analyse-là, si vous avez un score positif, votre vidéo va être publiée à une plus grande audience. Puis là, le même processus se passe. Puis là, le site continue, puis recommence jusqu'à temps que votre vidéo devienne juste virale, puis jusqu'à temps que toutes vos vidéos deviennent virales. Ou est-ce que là, une fois que toutes vos vidéos deviennent virales, votre contenu va toujours être partagé à plus que 500 personnes dès le début. Mais devenir viral, oui, ça prend de la patience. C'est une question de timing puis une question de pertinence de contenu. Par exemple, ma petite sœur a publié une vidéo à minuit le 1er janvier 2021, puis elle avait écrit avec une musique tendance, elle avait écrit « Like if you already cried in 2021 ». Puis elle a eu 500 000 vues, puis au moins 100 000 j'aime. Aucun rapport a publié la vidéo en pleine nuit, mais c'était comme un bon timing. Puis son ami a publié aussi une vidéo d'une plume électronique qui transfère l'écriture d'un livre à l'ordinateur. Elle a su une tendance, puis elle a eu 19 millions de vues, puis 2,3 millions de j'aime. Cette amie-là habite à Orléans, étudie en nursing, là, pas... puis... maintenant, elle publie des vidéos, ces vidéos ont encore juste 600 vues. Donc, c'est vraiment une question de timing, une question de pertinence de contenu. Mais si vous êtes constant dans vos campagnes, c'est certain que ça y va de plus en plus, le nombre de vues. Donc, on comprend un peu l'algorithme TikTok. Rapidement, je vais vous présenter les 4 sujets les 4 sujets à traiter pour bien se promouvoir. Donc, le premier, c'est le divertissement. Donc, la majorité du contenu sur TikTok, c'est basé sur le divertissement. Donc, votre organisme pourrait suivre des tendances puis ajouter votre touche personnelle. J'ai pas d'exemple rapide, mais souvent, on va prendre des chansons, on va pointer des choses, on va dire, on peut écrire les services qu'on offre dans l'organisme, mais on utilise une musique tendance. Ce qui est difficile en Ontario français, c'est que nous, on veut souvent utiliser juste de la musique en français, mais il faut suivre les musiques tendances. Les musiques sont généralement en anglais. Donc, c'est pour ça que c'est quand même difficile pour un organisme franco-ontarien à devenir viral sur TikTok parce qu'il faut être prêt à utiliser du contenu anglophone puis un peu le changer. Donc, c'est possible de le changer. Il y a aussi un sujet à traiter, c'est l'éducation. Les gens qui pourraient être intéressés à votre organisme pourraient vraiment être ravis d'en apprendre un peu plus sur vos activités. Donc, par exemple, si vous êtes un organisme qui offre un service de rédaction de CV ou de lettres de présentation, vous pourriez créer des TikTok avec plein de trucs pour rédiger votre CV. Puis vraiment, la vidéo peut être juste 15 secondes. Une de vos vidéos, c'est vraiment à quoi votre CV devrait ressembler. Une autre de votre vidéo, ce que vous mettez dans la partie coordonnées. Mettez pas votre TikTok ou peu importe. Fait que vous pourriez faire des vidéos comme ça
pourrait les aider à créer leur CV. Si vous avez des formations de leadership, vous pourriez créer des vidéos TikTok avec des conseils vis-à-vis différents domaines de leadership. Il y a beaucoup, sur TikTok, il y a quand même beaucoup de professionnels actifs. Donc, on voit beaucoup d'avocats qui donnent plein de tips d'avocats de différentes situations. On voit différents courtiers immobiliers, puis surtout avec tout ce qui se passe avec l'immobilier en ce moment, où que des gens de mon âge, je ne pourrais pas m'acheter une maison plus tard. Mais ces courtiers immobiliers-là, ils donnent des trucs de comment investir l'argent présentement, comment est-ce que tu peux... plein de trucs comme ça. Il y a des chiros, des physiothérapeutes, il y a plein de gens sur TikTok, vraiment, qui éduquent. Puis comme j'ai dit, moi, je vois beaucoup de vidéos de créateurs de contenu médias sociaux. Donc, je vois beaucoup de vidéos éducatives sur les médias sociaux, puis le marketing, puis la création de contenu. Un autre sujet, c'est l'engagement. D'enseignement, vous allez bâtir une relation solide avec votre public. C'est là que vous voulez interagir avec votre public. Une fois que vous avez publié beaucoup de vidéos, les gens commentent, ben répondez. Vous pouvez répondre aux commentaires en vidéo, ben répondez. Puis si vous voyez, s'ils ont des questions, vous avez créé une campagne de CV, puis là, tout le monde veut que vous montrez comment écrire l'intro d'une lettre, ben là, à la demande générale, voici une vidéo qui peut vous intéresser. Donc, ça montre que vous êtes intéressé à eux, puis que vous lisez les commentaires, puis que vous êtes engagé, puis que vous n'êtes pas seulement là pour vendre vos services de création d'écriture de CV, puis d'écriture de lettres de présentation. Puis, un autre, ça peut être l'émotion. Ça, mon exemple tourne plus sur les entrepreneurs. Donc, vous pourriez parler de votre expérience comme entrepreneur, comment vous avez créé votre entreprise, les hauts et les bas, vous ajoutez un peu plus d'expérience. Puis, d'autres entrepreneurs qui commencent pourraient se reconnaître dans vos témoignages. Donc, ça, c'est TikTok. Est-ce que j'ai fini de parler des plateformes? Est-ce qu'il y aurait des questions? Puis, moi, je vois juste le chat, donc je ne vois pas le Q&A, mais si vous avez des questions, on peut y répondre tout de suite ou on peut y répondre à la fin. Camille, j'ai juste une question sur le Q&A, justement. Il y a Guylaine qui demande si la présentation serait partagée. Oui. Ouais. Parfait, merci. J'ai partagé la présentation avec Chloé, puis j'ai même partagé mes notes. Donc, mes notes vont être en dessous de la présentation. Là, j'ai un autre sondage. Puis là, c'était une question à choix multiple. Je ne sais pas si on l'a créé comme ça, mais quelles sont les meilleures tactiques pour avoir un excellent engagement? Donc, il y a rédiger du contenu de qualité, créer, publier des vidéos, interagir avec sa communauté, puis organiser des concours. OK. Ben, trick question, toutes les réponses sont bonnes. Puis c'est de ça qu'on va parler dans la prochaine section. Donc, je vais commencer avec rédiger une bonne publication. J'ai ressorti une publication que j'avais créée à la FO quand on faisait la promotion du Fonds de secours des OBNL francophones. Puis, pas que ma publication, c'était la meilleure ever, mais c'est le format que j'ai utilisé que je voulais partager. Donc, sur une publication, quand vous avez un bon visuel, c'est important de rester bref dans le texte. Les publications qui ont plus de performance ont entre 80 et 250 caractères. Donc, il n'est pas nécessaire de toujours écrire des gros paragraphes.
trouvez aussi les bons hashtags, puis utilisez-les dans votre publication. Pour un exemple à suivre, je n'ai pas vraiment utilisé beaucoup de hashtags dans cette publication-là. Utilisez des emojis, ça ajoute un peu de dynamisme à votre publication, puis misez sur le visuel. Puis, quand j'ai dit tantôt que ce n'est pas nécessaire de toujours que ça a l'air d'une affiche imprimée, le contenu qu'on publiait, bien, essentiellement, ce que j'ai fait faire j'ai travaillé avec une graphiste pour le logo du Fonds de secours, puis j'avais fait créer un arrière-plan, puis j'ai vraiment juste, mon arrière-plan, c'est tout le vert, sauf, puis toute l'image, sauf le texte. Le texte, je l'ai rajouté dans Canva moi-même. Puis, c'est là que vous pouvez choisir une phrase vous savez que les gens vont arrêter de lire, vont arrêter de scroller, hein, ils vont voir, oh, oui, mon organisme a été affecté négativement depuis le début de la crise sanitaire. Qu'est-ce que la FO a proposé? Puis là, dans mon texte, j'ai juste écrit « Vous avez encore le temps de soumettre votre demande pour le Fonds de secours des OBNL, visitez monassemblée.ca. » Donc, c'est vraiment, vous voulez créer du visuel que les gens vont vouloir s'arrêter pour le consulter. Un style de contenu que j'ai appris dernièrement, c'est pas nouveau, mais je l'ai appris dans la dernière année, c'est du contenu en pilier. Puis je voulais vous le présenter aujourd'hui. Donc, le contenu en pilier, c'est du contenu qui fournit une réponse à toute question qu'un lecteur pourrait rechercher sur un sujet spécifique. Il est spécialement conçu pour fournir de la valeur au lecteur puis pour optimiser sa présence dans les moteurs de recherche. Donc, on peut vraiment utiliser la création de contenu en pilier pour n'importe quoi. Ça peut être vidéos sur YouTube, des TikTok, des articles de blog, puis des publications sur les médias sociaux. Aujourd'hui, je vais parler de publications sur les médias sociaux. Mais c'est ça. Dans le fond, pour faire la recherche, d'après moi, la création de contenu en pilier, c'est la meilleure manière d'organiser une stratégie de médias sociaux. Donc, ça répond vraiment aux questions pertinentes puis ça fait de vos plateformes un outil où que les gens peuvent revenir consulter plus tard. Puis comment qu'on choisit le contenu en pilier, c'est que vraiment on détermine ce qui compte pour votre organisme, ce qui compte pour votre public cible, puis là on crée des piliers. Donc on va toujours répondre aux questions du public cible, peu importe la publication qu'on fait. Donc je vais parler d'exemples de piliers dans le prochain. Oh. Donc, des exemples, ça peut être de divertir, ça peut être d'informer, d'éduquer, d'inspirer, de promouvoir, de vendre des produits ou des services, faire des témoignages, etc. Puis, inspirez-vous aussi, comme j'ai dit, le petit qu'est-ce qui compte pour votre organisme, qu'est-ce qui compte pour votre public cible, ou vos membres, ou vos abonnés. Si votre organisme, est un organisme qui outille les franco-ontariens, par exemple, outille la jeunesse, faites de la promotion de vos guides pratiques. Si votre organisme est là pour sensibiliser, bien, trouvez un enjeu qui est important pour votre communauté, puis puis informez vos abonnés sur cet enjeu-là pendant un semestre, puis changez l'enjeu au cours d'année, puis vous allez vraiment être rendu un outil où les gens vont pouvoir aller s'informer sur vos plateformes. J'ai ressorti un exemple du Collège Boréal, puis je pense qu'on l'a tous vu. Puis je ne sais pas s'il y a des gens du Collège Boréal, j'en avais vu sur la liste que j'ai reçue. Je ne sais pas s'il y a des gens du Collège Boréal ici, mais je suis une grande fan de ce contenu. Donc, essentiellement, le Collège Boréal, à chaque vendredi, ils vont publier une expression typique canadienne-française. Je pense que c'est les vendredis, j'ai figuré que c'est les vendredis, mais ça peut être... En tout cas. Puis, ce genre de contenu est fait pour divertir, parce que tu lis l'expression, tu relates un peu, là, comme tu utilises cette expression-là. Fait que c'est pour divertir. Puis, j'ai réalisé que les abonnés sont quand même très engagés dans ce genre de contenu parce que leurs expressions sont souvent partagées dans des groupes franco-ontariens. Mais ce que le Collège Boréal fait encore plus, que je trouve, j'adore,
c'est qu'avec l'exemple qu'ils utilisent pour leur expression, ils ont la flexibilité d'utiliser un autre pilier pour leur contenu. Fait qu'ils ont comme 2 piliers en une publication. C'est pas recommandé de toujours le faire, mais la manière que c'est fait là, c'est excellent. Donc, on divertit avec se calmer le pompon, on explique c'est quoi se calmer le pompon, puis là, dans l'exemple, on dit il faut se calmer le pompon, les demandes d'admission sont encore ouvertes. Fait qu'ils ont informé les gens, ils ont fait de la promotion qu'il y a encore temps de communiquer avec l'équipe de liaison pour déposer une demande au Collège Boréal. Fait que c'est comme un two-in-one. Puis, fait que c'est ça. C'est ça. Faut aussi noter que le contenu sur Instagram, les algorithmes sur Instagram recherchent du contenu qui va être plus partagé. Donc, Instagram, dit en bon comme Ontario français, care plus de combien de likes que tu as. Puis, c'est pas ça qui compte dans leurs algorithmes. Ils veulent que les gens partagent les publications ou les enregistrent. Donc, vous pouvez voir, je peux pointer, là, mais le petit signet, là, vous pouvez enregistrer des publications. Donc, ce genre de contenu, c'est un exemple parfait. Parce que si moi, je suis le Collège Boréal, je vois cette expression-là, je veux le partager à tous mes abonnés, je partage la publication dans ma story. Et comme je viens de faire de la promotion pour le Collège Boréal dans ma story. Fait que, j'adore ce genre de contenu. Puis là, comment qu'on peut utiliser les piliers de contenu? Donc, vous pouvez associer les piliers de contenu à une journée. Donc là, vous voyez, comme j'ai dit, le Collège Boréal va publier leur expression typique canadienne-française le vendredi. Ben, si vous décidez de vos 3 piliers, donc disons que votre organisme décide, moi, je veux divertir, éduquer, puis faire des témoignages. Ça, c'est mes 3 piliers que j'utilise dans mon organisme. Mais je pourrais décider, ben, donc je décide le lundi, je pourrais être plus inspirant, donc une publication inspirante. Le mercredi, je pourrais éduquer, puis le vendredi, je pourrais divertir. Éduquer ou informer, là, peu importe. Là. Donc, par exemple, à la FESFO, puis ça j'ai entendu parler de ce concept-là dans la dernière année, mais je l'utilisais avant. Donc, à la FESFO, on avait les mardis musique. Donc, c'était vraiment le mardi qu'on publiait de la nouvelle musique franco-ontarienne ou de l'ancienne, ou on faisait la promotion de playlists, peu importe. Donc, on les appelait les mardis musique. Puis après, on avait aussi les jeudis vieux jeux. Puis ça servait aussi à faire de la promotion des jeux franco-ontariens, mais on publiait souvent des anciennes photos, des photos d'anciennes éditions des jeux. Ça créait une émotion auprès des membres, puis ils se souvenaient des jeux, puis ça crée de l'engouement pour les membres qui vont participer aux jeux qui s'en viennent. Donc, ça, c'est comment vous faites utiliser les piliers. Donc, comme j'ai dit, vous faites votre brainstorm. Qu'est-ce qui compte pour votre organisme? Peut-être que vendre des produits, ce n'est pas pour votre organisme. Donc, vous allez utiliser, puis inspirer, peut-être non plus. Vous allez peut-être utiliser éduquer, puis divertir, puis... Donc. Les hashtags. Et là, on sait pas mal tout c'est quoi un hashtag, mais encore là, je vais parler de comment les utiliser, où les utiliser, puis comment les utiliser sur chaque plateforme. Donc, un hashtag, c'est un mot-clé qui précède le symbole le hashtag que les internautes utilisent dans leurs publications sur les réseaux sociaux. Puis, les hashtags permettent aux utilisateurs d'accéder au contenu qui contient le mot-clé, puis sans nécessairement être ami ou follower de la personne qui en fait usage. Si vous êtes un compte personnel, si votre compte est privé, ils ne verront pas vos publications si vous êtes ami ou si vous n'êtes pas ami ou follower. Là, combien de mots-clés est-ce qu'on devrait ajouter dans nos publications? Puis j'ai aussi dans quel contexte on utilise les mots-clics. Donc, sur Facebook, les mots-clics ne sont pas performants. Donc, ça ne vaut pas la peine d'utiliser des hashtags sur Facebook, ce n'est pas performant.
Essayez de vous rappeler, est-ce que vous avez déjà fait une recherche de contenu? Peut-être que oui, là, mais comme régulièrement, disons. Est-ce que vous avez souvent à cliquer sur un hashtag sur Facebook pour voir le restant du contenu? Probablement pas. Donc, c'est pas performant. Mais vous pouvez quand même utiliser des hashtags d'événements ou des hashtags un peu plus généraux qui sont créés à la base pour faire de la promotion. Puis je parle encore des Jeux franco-ontariens. À chaque édition des Jeux, on avait le hashtag JFO et le numéro de l'édition des Jeux. Donc, JFO 25, JFO 24, JFO 26. Puis, j'utilisais le hashtag pour vraiment faire du marketing. Le hashtag était partout sur les affiches. Donc, je mettrais ce hashtag-là dans mes publications Facebook parce que c'est dans ma stratégie marketing. Même chose, ça peut être vous pouvez utiliser des hashtags généraux comme hashtag ONFR ou hashtag pour les organismes jeunesse. J'utilisais aussi Jeunes engagés. C'est plus général. Mais les mots-clics sur Facebook vont faire aucune différence avec votre engagement puis votre portée dans vos publications. Donc, c'est pas un outil pour avoir une plus bonne performance pour votre publication. Instagram, on suggère entre 10 et 20 mots-clics. Pour les organismes, vu que comme on veut des mots-clics en français, puis ça ne vaut pas la peine de toujours inventer des hashtags, je pense que c'est vraiment 5 à 15 pour les organismes franco-ontariens. De mon expérience, c'était beaucoup entre 5 et 15 mots-clics. Puis l'objectif pour les mots-clics sur Instagram, c'est de rejoindre le maximum de gens. Parce que sur Instagram, tu peux suivre un mot-clic. Donc, ton organisme pourrait, par exemple, suivre le mot-clic ONFR, puis voir toutes les publications qui passent avec chaque personne ou chaque compte qui fait un post ONFR. Donc, c'est pour aller rejoindre le maximum de gens. C'est la plateforme idéale pour ajouter des mots-clics, mais n'utilisez pas les mots-clics dans le texte parce que ça peut être difficile à lire. Utilisez vos mots-clics après le texte, à la fin. Puis, vous pouvez utiliser des hashtags un peu plus généraux pour aller chercher encore plus de gens. Donc, vous pouvez utiliser hashtag francophonie, hashtag Ontario, hashtag Canada, hashtag Ottawa, si vous êtes à Ottawa, hashtag francophone, hashtag French, hashtag InstaFrench. Vous pouvez utiliser n'importe quoi. Puis, vous les mettez, vous allez rejoindre encore plus de gens. Sur LinkedIn, on suggère 2 à 5 mots-clics qui ont rapport avec votre niche. Puis, sur LinkedIn, c'est comme Facebook, LinkedIn, les hashtags sur LinkedIn ne vont pas ajouter à votre publication. Ils vont pas, vous n'allez pas avoir plus d'interactions sur votre publication vraiment à cause que vous avez mis un hashtag. Vous allez juste avoir de l'interaction des gens qui sont intéressés à vos publications. Donc, si vous utilisez des hashtags niche, vous allez vraiment intéresser les gens qui sont intéressés à votre niche. Donc, par exemple, je suis sur LinkedIn une directrice des ressources humaines. Puis, c'est parce que moi, je vois ces publications parce que j'ai déjà travaillé à Calypso, puis elle travaille à Calypso. Donc, c'est hashtag Calypso rejoint. J'ai Calypso dans mon compte sur LinkedIn. Donc, me rejoint. Mais chaque fois qu'elle publie, elle met les hashtags, hashtag HR, hashtag Human Resources, hashtag ressources humaines, pour justement aller chercher les gens qui sont intéressés aux ressources humaines. Mais elle ne va pas avoir plus. Comme Instagram, vous allez rejoindre plus de gens. LinkedIn, vous allez aller rejoindre les gens qui veulent voir vos publications. Sur Twitter, je sais que je n'ai pas beaucoup parlé de Twitter, mais on suggère pas plus que 2 hashtags. Puis ça, c'est dans l'objectif de créer une conversation. Donc, Twitter, c'est la maison mère du hashtag. J'avais pas le choix d'en parler. Mais c'est ça, pas plus que 2. Ils peuvent être utilisés dans le texte ou à la fin du texte. Ça n'a aucune différence, aucune importance. Souvent parce qu'il y a un nombre maximal de caractères sur nos tweets. On va les utiliser dans le texte. Donc, si je dis bienvenue au gala, genre, j'utilise encore hashtag GFO25. Donc, les hashtags GFO25 sont dans une semaine. N'oubliez pas de visiter notre site web pour vous inscrire, hashtag jeunes engagés. Donc, j'ai un peu libéré, au lieu d'écrire
les 25e jeux franco-ontariens qui utilisent beaucoup de place, j'ai juste utilisé hashtag GEPO25. On veut créer, sur Twitter, on veut créer une conversation. Ça, peut-être que vous le savez déjà. Puis, vous voyez probablement, surtout pendant les élections ou peu importe, on parle d'un sujet qui se passe en ce moment à partir d'un hashtag. Mon exemple personnel, j'utilise pas beaucoup Twitter, puis Twitter est beaucoup un outil plus politique. Donc, quand j'étais surtout à la FO, c'était Brian Egoney faisait pas mal une meilleure job que moi. Mais pour mon exemple personnel, quand j'écoute Grey's Anatomy le jeudi, je vais sur Twitter, je recherche le mot-clic Grey's Anatomy, puis je peux suivre l'émission avec d'autres gens partout dans le monde, voir ce qu'ils ont à dire sur l'émission, comment ils sont surpris, des petits twists, là, je peux tout voir. Ça, c'est quand même très récurrent pour des différentes émissions, peu importe ce qu'on peut suivre tout en groupe. Donc, je pense qu'un hashtag, tout le monde en parle, genre TLMP. Puis là, on peut suivre ce qui se passe à l'émission le dimanche à partir du mot-clic. Donc, Twitter, on veut créer une conversation. C'est bon, j'ai pas de questions. OK. Des vidéos. La création, pour avoir du bon contenu, il faut se lancer en vidéo. Je dis pas vidéo, c'est pas obligé d'être de la grosse production, mais c'est un contenu très, très engageant sur les réseaux sociaux. Donc, des vidéos, une croissance du taux d'engagement sur les vidéos est supérieure qu'aux photos. Donc, vous allez avoir encore plus d'engagement sur une vidéo que sur une photo parce que les gens restent plus longtemps sur votre post. C'est aussi simple que ça. Une vidéo aussi, côté plus technique, ça permet de partager des histoires complètes. Puis d'ajouter un côté humain que juste du texte puis une photo. Genre. Puis ça donne un peu plus de narration. C'est encore, comme j'ai dit, c'est pas obligé de toujours être une grosse production. Souvent, des vidéos plus authentiques sont filmées en selfie, qui n'ont pas de gros script, donnent encore plus d'engagement. La vidéo, peu importe la plateforme où elle se trouve, doit être engageante dès les premières 5 secondes. Sinon, les gens vont juste pas continuer d'écouter. À moins que, c'est comme YouTube, tu cliques sur la vidéo, tu vas vraiment chercher la vidéo. Sur Facebook, c'est dans ton feed. Fait que tu te promènes sur ton fil d'actualité. La vidéo commence à jouer. Si je ne suis pas intéressée des premières 5 secondes, je continue. Donc, en fait, d'âge, comme des différents groupes d'âge qui utilisent des vidéos où. Donc, les 18 à 25 ans, ils consacrent beaucoup de leur temps à regarder des vidéos sur les réseaux sociaux. Donc, ils vont consommer majoritairement les vidéos sur Instagram, sur TikTok, sur Snapchat, puis sur YouTube. Ils ne consomment pas autant de vidéos sur Facebook que les autres générations. Je dirais que genre 23 à 25, c'est pas mal l'exception. Ils sont encore sur Facebook, mais en bas de ça, c'est tout Instagram. 26 à 34 ans, c'est eux autres qui vont être intéressés à la grosse production. Ils vont faire plus confiance au contenu de marque puis aux éditeurs. C'est une génération qui interagit beaucoup avec des marques. Ils vont être c'est prouvé que cette génération-là est plus susceptible à faire un achat après avoir regardé une vidéo. Puis les 55 ans et plus, ils regardent autant de vidéos sur Facebook que sur YouTube. Mais cette génération-là se méfie beaucoup des influenceurs. Puis, ils préfèrent regarder des vidéos qui sont recommandées par un membre de leur famille ou des amis. Donc, eux autres vont regarder des vidéos qui sont partagées à eux. Ils ne vont pas aller rechercher vraiment. Ils ne vont pas souvent aller faire la recherche d'une vidéo. Plus technique. Voilà. Plus technique, sur Facebook, on suggère que les vidéos soient au moins 3 minutes. Ça, c'est Facebook qui suggère. Les vidéos peuvent être moins longues, mais Facebook suggère que ta vidéo soit au moins 3 minutes quand elle est publiée. Qu'en est-il des générations X, 38
et 49 ans. Ben, cette génération-là, je la mettrais beaucoup avec 26 à 34 ans. Il y a comme un split, genre, ils regardent beaucoup de vidéos sur Facebook puis sur YouTube, mais aussi aiment la production puis la marque. Donc, c'est un peu entre les deux. C'est vraiment, vraiment entre les deux. C'est ça. Donc, c'est ça. OK. Facebook, 3 minutes. C'est la plateforme qui dit qu'ils vont plus mettre de l'avant des vidéos qui sont au moins 3 minutes. Donc, vous allez avoir un meilleur engagement organique si votre vidéo est au moins 3 minutes, parce que la plateforme va décider de la partager à plusieurs personnes si elle est au moins 3 minutes. C'est important de sous-titrer vos vidéos. Puis ça, c'est pour toutes, comme pour partout. On est dans un ère où que les gens écoutent de la vidéo sans son. C'est très normal d'écouter. Vous avez probablement écouté beaucoup de vidéos sans son. C'est comme moi, j'écoute quand même beaucoup de vidéos sans son. Donc, quand je scroll sur mon Facebook, la vidéo commence à jouer. Si je suis en famille, je fais juste lire les sous-titres, puis je suis autant informée. 85% des vidéos sur Facebook sont regardées sans son. Donc, justement, s'ils sont sous-titrés, vous avez plus de chances qu'on la regarde. N'utilisez pas un lien externe sur Facebook. Facebook va mettre de l'avant plus les vidéos qui vont être publiées directement sur la plateforme. Donc, ne mettez pas un lien YouTube pour que les gens se dirigent vers YouTube pour regarder votre vidéo. Essayez de publier votre vidéo directement sur Facebook. C'est évident, justement, Facebook va mettre de l'avant une vidéo qui est téléchargée sur la plateforme que sur YouTube. Faites des lives. Faites des lives sur Facebook. Puis, lors de la rencontre annuelle virtuelle, je ne sais pas si vous avez la chance de voir, mais on a eu un atelier de Le Réveil qui fait beaucoup de live sur Facebook. Lui, vraiment, a développé son concept de live depuis la pandémie. Là. Puis, avant aussi, mais encore plus pendant la pandémie. C'est pas toujours obligé d'avoir des grosses productions, mais c'est encore mieux si oui. Mais comme exemple, l'AFO, quand on fait les conférences de presse, elles sont diffusées en live sur Facebook pour que les gens puissent la visionner. L'AFO d'Ottawa, quand ils annoncent les finalistes de leur prix avant leur gala des prix Bernard Grand-Maître, ils font un live au lieu de publier une vidéo. Les gens vont avoir une notification si vous êtes live, donc vous allez rejoindre encore plus de gens. Sur Instagram, comme j'ai dit, Instagram, c'est une plateforme pour la photo puis la vidéo. Donc, il y a 4 moyens qu'on peut publier des vidéos sur Instagram. Le premier, sur le fil d'actualité, on peut juste publier des vidéos pas plus que 60 secondes, donc pas plus qu'une minute. Même que quand je crée la vidéo, je mettrais 59 secondes, juste vraiment pour pas qu'il coupe ou que ça ne puisse pas être publié. Vous pouvez, c'est possible de faire un carrousel sur Instagram. Donc, sur Instagram, tu as le choix d'avoir soit une image ou avoir un carrousel. Donc, il y a une image, là, vous promenez, puis là, vous pouvez regarder les autres images. Vous pouvez avoir plusieurs vidéos de 60 secondes dans votre carrousel. Donc, techniquement, vous avez le droit à 10 carousels, vous pouvez avoir 10 minutes. Donc, vous pourriez avoir 10 minutes sur une publicité. Mais sur votre fil d'actualité, ça ne vaut pas la peine. Utilisez IGTV si vous êtes pour faire ça. Je suggère pas. Les stories, c'est 1 à 15 secondes par story, mais c'est 1 à 15 secondes par story. Puis, vous pouvez filmer seulement 1 minute de suite, donc 4 stories de suite. Puis, sur IGTV, c'est 15 secondes à 10 minutes. Les vidéos que vous auriez publiées sur YouTube, publiez-les sur IGTV aussi. C'est le même concept un peu. Puis les Reels, c'est comme TikTok. Donc, c'est 15 secondes. Puis, vous avez la possibilité d'avoir différents clips. Donc, c'est comme créer un TikTok. Mais sachez que vous n'allez pas avoir le même engagement que vous auriez sur TikTok. Donc, l'objectif de marketing n'est pas le même sur Reels que sur TikTok. Encore là, vidéo sous-titrée, même chose que Facebook. LinkedIn,
La différence entre une story et un Reels. Donc, un Reels va se retrouver sur ton fil. Donc, c'est vraiment des différents fils. Donc, sur ta page d'accueil, tu as les photos en haut. Tu peux cliquer sur les stories. Mais pour te rendre à un Reels, tu dois vraiment aller dans un nouveau fil d'actualité. Donc, c'est pour ça que l'engagement n'est pas le même, parce que les gens ne sont pas autant engagés sur ce fil d'actualité-là. Il y a possibilité de partager un Reel sur une story, mais ce n'est pas idéal. Puis, votre Reel se retrouve aussi dans votre profil, dans votre... sur votre page à vous. Donc, va se retrouver dans les cases. Donc, l'intention est différente. Puis aussi, une story est seulement disponible 24 heures. Puis un Reels est disponible jusqu'à temps que vous le supprimez. Donc, ça, c'est la différence. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à la question, mais... sur LinkedIn, on suggère d'avoir des vidéos de moins de 10 minutes. Dans le fond, pas suggère. LinkedIn, c'est LinkedIn qui veut des vidéos de moins de 10 minutes qui sont publiées directement sur la plateforme. On les veut sous-titrer. Puis encore, ne pas utiliser un lien externe. Puis c'est comme sur Facebook, LinkedIn va mettre de l'avant des vidéos qui sont publiées directement sur la plateforme. Je pense qu'en règle générale, c'est la règle d'or des médias sociaux. Les plateformes, ils n'aiment pas quand les utilisateurs doivent quitter la plateforme. Donc, les algorithmes vont préférer les publications où ce que les gens peuvent rester. Donc, c'est à prendre en considération. J'ai presque fini. On va voir une période de questions. Là, je me lance un peu plus dans du technique. Ça ne me prendra pas de temps. Donc, quand publier? Sur Facebook, premièrement, avant de vous présenter tout ça, essentiellement, si vous allez dans vos statistiques sur vos plateformes à vous, vos statistiques vont vous le dire. C'est quels les meilleurs jours et le meilleur temps pour publier. Donc, je vous suggère vraiment d'aller voir dans vos statistiques. Ce que je vous donne en ce moment, c'est vraiment suggéré de différents blogs, mais puis c'est des temps que j'utilise, puis c'est quand même des temps qui ont de l'allure. Mais vos statistiques vont le savoir encore plus. Donc, Facebook, les gens l'utilisent beaucoup sur leur téléphone puis sur leur ordinateur, au travail, à la maison. On suggère de publier le lundi, puis le jeudi ou dimanche. À 9h, 13h, 16h, 17h. Mais encore là, vos statistiques vont le savoir. Instagram, les gens l'utilisent plus sur leur téléphone. Ils vont l'utiliser à la maison, puis en transport, puis à leur pause. Puis le meilleur jour pour publier, c'est du lundi au jeudi. Les meilleurs temps, c'est 9h, 2h du matin, 8h, 9h, midi, 17h, puis 18h. Puis finalement, LinkedIn, les gens vont l'utiliser sur leur ordinateur, au travail. Puis les meilleurs jours, c'est du lundi au mercredi, à 7h, 8h, midi, 17h, 18h. À quelle fréquence est-ce que vous devriez publier? Donc ça, c'est vraiment une suggestion. C'est très comprenable qu'on n'a pas tout le temps de publier autant comme ça. Sur Facebook, on suggère de publier 3 fois par semaine. Sur Instagram, 1 à 2 fois par semaine, puis 1 à 10 stories par jour. Puis sur LinkedIn, 2 à 5 fois par semaine. Twitter, 3 à 30 tweets par jour. Puis TikTok, 2 à 10 TikTok par jour. Puis ça, c'est vraiment pour que vos comptes performent et que vous ayez plus d'engagement. Les heures de statistiques sur Facebook sont-elles encore celles du Pacifique? Oui, c'est les heures d'Ottawa. Ouais. C'est ça. Donc, ça, c'est pour que vos comptes soient performants. Donc, essayez le plus. Idéalement, on ne veut juste pas que vous soyez sans publication pendant 3 semaines, puis là, vous publiez une fois, puis vous attendez à avoir plein de likes. Ça ne va pas être possible. Vous publiez fréquemment. Pour publier fréquemment, c'est important de planifier son contenu. Donc, je vais vous partager mes trucs de création de contenu puis de planification de contenu.
Donc, moi, si j'ai à planifier une campagne, puis je vais peut-être prendre l'exemple de la rencontre annuelle virtuelle à la FO. Donc, j'avais mon tableau, comme vous le voyez, c'est un tableau Excel. J'ai juste pris un screenshot des titres. C'est un tableau Excel. Puis, je créais mes posts comme je créais mes posts dans mon tableau Excel parce que j'avais peut-être à les faire approuver par ma directrice, par Peter ou peu importe. Donc, je ne voulais pas toutes les programmer, puis ensuite les faire approuver, puis il fallait que en tout cas, ça aurait été tout compliqué. Je les place dans mon tableau Excel. C'est important, justement, moi, je trouve important de les rédiger dans un Excel parce que si c'est un événement ou une campagne qui est récurrente annuellement, vous pourriez vous y référer l'année d'ensuite. Donc, moi, je trouve ça excellent d'avoir un tableau Excel. Puis, je peux vous donner accès à ce tableau. Je vais le télécharger, je vais l'envoyer à Chloé. Puis, c'est un tableau que j'ai créé il y a un an. Hootsuite, c'est ma plateforme que j'utilise pour faire la gestion des réseaux sociaux. J'ai fait de la recherche. Quand je travaillais à la FO, je fais de la recherche pour la meilleure plateforme parce qu'il y a aussi d'autres plateformes comme Later ou peu importe. Il y a beaucoup de plateformes qui existent pour faire de la planification de contenu, de la gestion des réseaux sociaux. Hootsuite, c'est la meilleure. Non seulement elle est en français, vous avez des services en français, mais vous avez aussi un rabais de 50% pour les OBNL. La plateforme elle permet de planifier du contenu, d'interagir avec votre communauté, puis d'analyser la performance des publications. Donc, il y a vraiment, c'est tout un kit qu'il y a là-dedans. Puis, attention, avec la planification du contenu, c'est vraiment important. C'est excellent de planifier son contenu. Moi, je le suggère à 100% de mettre du temps dans la planification du contenu. Mais vous devriez quand même revoir votre calendrier hebdomadairement. Je pense pas que c'est un mot, de façon hebdomadaire. Du contenu que vous auriez planifié un mois à l'avance, ça pourrait peut-être plus être d'actualité. Fait que vous pourriez arriver la journée que le post sort, puis c'est plus d'actualité. Puis ça pourrait même aller que ça crée de la controverse. Là. Ça s'est déjà passé. Là, comme on a programmé un post, on crée de la controverse au sein de notre organisme, ça va pas bien. Fait que je pense que c'est vraiment important, une fois par semaine, on regarde notre contenu qui va être publié, tout est beau, on continue. Puis, je suggère, si vous planifiez un mois de contenu, je vous suggère de faire un ou deux posts par semaine, peut-être 3. Puis, quand vous revoyez votre calendrier de manière hebdomadaire, vous pouvez en insérer un autre pour avoir vraiment une publication qui est d'actualité encore plus. Puis, fait que rajoutez-en quand vous le voyez une fois par semaine. Maintenant, mes outils que j'utilise. Canva, je vais vous présenter rapidement parce que je pense que 14h50. Ça finit bientôt, puis j'aimerais ça répondre à des questions. Donc, Canva, ça, c'est mon outil préféré. Si vous n'êtes pas sur Canva, c'est le temps d'y être. C'est mon outil chouchou de création de visuels. C'est un outil qui est incontournable pour la création de contenu visuel, pour les médias sociaux, pour le blog et même sur un site web. Il y a plein de choses qu'on peut faire sur Canva. Il y a une version gratuite. La version gratuite est quand même tu peux quand même très bien l'utiliser, mais je suggérerais de l'avoir payante. Puis je pense que tu peux l'avoir gratuitement si tu remplis un gros formulaire sur Canva. Tu as un formulaire à remplir pour les OBNL, puis il y a moyen de l'avoir soit à 50% ou gratuitement. C'est facile d'utilisation, c'est parfait. Il y a beaucoup de modèles qui sont disponibles. Il suffit juste de choisir un design qui correspond à vos besoins, puis vous le modifiez avec vos couleurs, puis votre branding, puis de tout réjouir. C'est magique. Un autre outil que j'utilise, c'est Linktree. Linktree, c'est une façon simple de mettre plusieurs liens dans une bio Instagram. Donc, quand j'ai mentionné plus tôt, vous ne pouvez pas mettre de lien partout, puis vous avez juste le droit de mettre un lien. C'est un outil gratuit, simple, quand même très bien fait. C'est Linktree, tu changes les couleurs, tu ajoutes une photo profil, tu ajoutes un titre, puis un lien vers ton bouton, puis c'est fait. Tu as ta page. Très, 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 très facile.
Puis il y a quand même beaucoup d'alternatives. Il y a Link in Bio, il y a plein d'alternatives. Puis Canva peut aussi faire la même chose. Donc, il y a cet outil-là, c'est nouveau sur Canva. Tu peux créer un Link in Bio sur Canva. Puis, voyons, l'avantage, c'est que tu peux personnaliser encore plus ton Link in Bio si tu es sur Canva. Un désavantage pour un outil comme Linktree, c'est que tu ne crées pas de trafic vers ton site web. Fait qu'il il est aussi facile de faire, on peut aussi créer une page sur notre site web. Donc, je pourrais avoir, par exemple, monassemblée.ca/lien ou monassemblée.ca/lien en bio, puis faire le formater comme ça, comme Linktree, puis avoir différents liens. Puis, on crée du trafic, donc on améliore notre SEO. Donc, je pense qu'on comprend. Fait qu'on peut créer du trafic. Donc, il y a aussi moyen de faire ça comme ça. Finalement, un autre outil qui est utilisé, puis ça peut être pour n'importe quoi. Bon, il y a beaucoup de plateformes. Ça, c'est du stock image. C'est pour trouver des belles photos pour des campagnes de marketing. Puis je retourne à Canva, puis là je suis peut-être en train de faire de la grosse promotion de Canva. Je pense que vous avez compris que faut être sur Canva. Il est possible d'aller trouver des belles photos sur Canva aussi. Quand vous avez un compte payant, il y a plein de photos disponibles pour des campagnes de marketing. Mais Unsplash, c'est aussi un outil, une banque de photos qui est libre de droit. Donc ça, c'est un outil aussi que j'utilise. Donc, c'est ça. Comme j'ai dit au début, est-ce que vous voulez partager dans les commentaires, dans la conversation, des outils que vous utilisez, vous, qui est vraiment incontournable pour votre création de contenu, que peut-être des gens pourraient en bénéficier, que je ne vais pas mentionner parce qu'il y en a 1 million. Sinon, je vais prendre des questions. Camille, je peux te lire les questions qui sont sur le Q&A. Ouais. Donc, j'ai Sébastien qui demande est-ce que nous avons le droit à une démonstration de création vidéo TikTok? Non. Mais TikTok, c'est toute une autre formation, mais ouais, ça serait long. OK. Donc, deuxième question, c'est Marie-Noël. Elle dit combien de temps devrait-on consacrer chaque semaine ou chaque jour pour avoir une bonne visibilité sur les réseaux sociaux? Moi, par jour, parce que si on inclut, ça peut être beaucoup. La gestion des médias sociaux, c'est une grosse job. C'est pour ça qu'il existe des jobs de gestionnaire de médias sociaux. Au moins une fois par jour, de penser mettre un 30 minutes pour aller répondre à des questions, répondre à des commentaires, puis se promener, faire certain que tout est correct. Un 30 minutes par jour minimum. Pour la gestion des médias sociaux, ça peut prendre une demi-journée, même une pleine journée, juste pour gérer tout du contenu sur un mois. Donc, ça peut être beaucoup. Fait que 30 minutes par jour pour aller répondre à des questions, un bon après-midi pour faire de la gestion de contenu pour 2 semaines, puis une journée là, pour faire tout un mois. Parfait. Merci Camille. J'ai une autre question. Aurélie dit lors de ses précédentes formations, elle a été fortement encouragée à ne pas multiplier les plateformes sous peine de perdre de l'auditoire. Trop de répétitions entraînent un désintéressement. Les gens ne savent plus quoi suivre et se désabonnent. Et donc à choisir là ou les quelques plateformes les plus pertinentes. Quelle est ta suggestion, Camille? Y a-t-il un nombre minimum, maximum de plateformes à utiliser? Moi, je suis absolument d'accord. Je me suis fait dire aussi pour mes plateformes personnelles. Donc, je vais parler côté personnel, puis ça va peut-être aider côté organisation. C'est pour ça que quand j'ai dit que je n'utilisais pas Twitter, c'est parce que pour mon branding personnel, j'ai décidé que je ne voulais pas être sur Twitter parce que c'est trop. Gérer Twitter en plus, mon public n'est pas sur Twitter. J'utilise un peu moins LinkedIn aussi pour mon branding personnel. J'ai plus un branding professionnel différent.
Donc, je pense que ça tourne vraiment. Donc, mes 2 plateformes que j'utilise le plus, c'est Instagram et Facebook. J'utilise TikTok, mais vraiment plus côté divertissement. J'ai pas de comme. C'est pas, en tout cas, c'est pas du branding, rien. C'est des niaiseries, voilà. Mais je suggère vraiment de vous concentrer sur les plateformes où votre public cible se retrouve. Donc, perdez pas votre temps sur des plateformes où ce que votre public cible ne se retrouve pas. Puis, il faut que vous ayez quand même une bonne stratégie de médias sociaux pour chaque plateforme. Donc, votre stratégie, vos images que vous utilisez sur Facebook seront peut-être pas les images que vous allez utiliser sur LinkedIn. Puis, la promotion que vous faites sur LinkedIn, c'est peut-être pas la promotion que vous allez faire sur Instagram. Puis les tweets que vous faites sur Twitter, souvent qui ont rapport peut-être avec de la politique, peu importe, ne vont peut-être pas être publiés sur Facebook. Un communiqué de presse est bien en masse pour Facebook, tandis qu'un tweet, on veut vraiment créer une conversation sur le sujet dont on aborde. Donc, oui, concentrez-vous sur les plateformes où votre public cible se retrouve, puis ayez vraiment une stratégie pour chaque. Ok, Camille, j'ai une autre question de Guylaine. Pour les sous-titres, on s'en occupe. Où est-ce que les plateformes le font pour nous? Quelle est la qualité de texte sous-titré si ceux-ci sont inscrits de façon automatique? Ça s'en vient mieux. Côté comme YouTube, Facebook, ça s'en vient un peu mieux pour la transcription. Il y a des outils. Il faudrait que je le retrouve là. On l'avait sorti pour la création des podcasts à la fois. Je vais le retrouver puis je vais l'ajouter dans la présentation. Mais il y a des outils qui génèrent aussi des sous-titres, puis ils sont quand même très bons. Mais des sous-titres, c'est vrai que c'est beaucoup de job pour les faire nous-mêmes. Ce que je suggère, c'est qu'à chaque fois, si vous créez une vidéo avec un producteur, ajoutez les sous-titres dans la création de votre contenu. Mais je suis vraiment d'accord que c'est difficile de faire juste des sous-titres nous-mêmes. Mais je vais envoyer un outil. J'ai juste oublié le titre comme ça. Ok, une autre question. Merci pour cette belle présentation. Auriez-vous un outil à me conseiller pour créer des infographies pour Instagram? Merci. Canva. Pour des infographies sur Instagram, Canva is the way to go. Et Mélanie dit comment faire les sous-titres pour nos vidéos. Je vais envoyer l'outil. Moi, personnellement, j'utilise Premiere Pro pour faire mes vidéos. Je vais les faire moi-même. Donc, si j'ai un script d'une vidéo, par exemple, je vais écrire mes sous-titres. Je vais suivre. C'est long à faire. Mais il y a un outil qui développe il y a aussi un outil qui existe pour développer les sous-titres. Mais comme j'ai dit, si vous avez un producteur qui fait la vidéo, je vous suggère d'ajouter ça dans les livrables à faire, là, comme quand il fait sa vidéo, ajouter des sous-titres. Okay. 2 dernières questions, Camille, sur le Q&A. À ton avis, quelle est la meilleure façon de faire la promotion d'événements sur les médias sociaux sans bombarder les gens? Ça dépend où se retrouve votre public cible. Moi, je pense bombarder les gens, c'est faire plus qu'un post par jour. Moi, je pense qu'il n'y a rien de mal à faire un post ou 3, un post par jour. Il n'y a rien de mal à faire un post par jour si vous voulez. Même que c'est sorti dernièrement sur Instagram, par exemple, que les algorithmes suggéraient qu'on publie 2 à 3 fois par jour. Puis il y a une grosse comme les créateurs de contenu ont fait mais non, c'est impossible qu'on fasse 3 posts par jour, c'est beaucoup trop. Fait que je pense pas que c'est bombardé si vous faites plus qu'une fois par semaine. Faites des stories. Utilisez la stories. Il y a stories sur Facebook aussi, puis il y a même stories sur LinkedIn maintenant. Puis je pense même qu'il y a stories sur Twitter. Fait que il y a des stories partout. Donc, utilisez les stories. Ça, c'est normal de faire plusieurs posts par jour sur plusieurs stories par jour. Mais moi,
faire la promotion d'un événement, 3 fois par semaine, là, c'est pas mal raisonnable. Parfait. La dernière question, c'est notre organisme a un groupe Facebook privé. Facebook a changé les règles pour lui rendre impossible de changer des groupes privés à public. Qu'est-ce que vous suggérez? Vaut-il la peine de créer un autre groupe public? Oui. Oui, un groupe Facebook, ça peut avoir quand même un bon engagement. Fait que si impossible de transférer, moi, j'en créerais un nouveau. J'inviterais les gens. Peut-être, je créerais peut-être une stratégie qu'il y a peut-être dans le groupe privé, vous allez sortir comme, tu sais, quittez pas le groupe privé, on va quand même publier encore des exclusifs ou quelque chose. Vous pouvez créer quelque chose autour de ça. Mais créez votre groupe public. Donc, si vous voulez avoir un groupe public, arrêtez-vous pas au fait que Facebook ne peut pas transférer. Recommencez par encourager les gens dans votre public, dans votre groupe privé de s'abonner au public. Parfait, merci Camille. Je vais juste voir le chat si on a d'autres questions. Ton avis, quelle est la meilleure façon de faire la promotion? On lui a répondu. Vous n'avez pas de réserve par rapport à la domination de Facebook et son algorithme indéchiffrable? Ben, comme j'ai dit, l'algorithme Facebook tourne beaucoup à ce qu'il faut que les gens partagent. Donc, si vous créez du contenu qui est partagé, qui est partageable, vous allez rejoindre beaucoup de gens. Je sais que l'algorithme Facebook est quand même complexe, mais ouais, je sais pas si j'ai répondu. Mais je pense que c'est pas mal ça qu'il y a comme question. Puis comme j'ai dit, la présentation va être disponible avec mes notes même, donc ça va être tout disponible, je sais pas où, ils vont probablement envoyer un courriel. Puis je vais vous donner accès à mon sheet de mon planificateur. Puis, si vous voulez communiquer avec moi, trouvez-moi sur LinkedIn ou envoyez-moi un courriel si vous avez des questions autres que je pourrais vous aider à répondre. Ça me ferait plaisir de vous en parler. Donc, je crois, Zineb, je dois aussi vous encourager à remplir le formulaire d'appréciation que l'AFO va vous envoyer. Donc, c'est toujours apprécié d'avoir du feedback. Donc, merci beaucoup. J'espère que j'ai pu répondre à beaucoup de vos questions. Puis, merci. Merci